avait un duel entre les 2 favoris pour le MVP la nuit dernière. Qui plus est, les 2 meilleures équipes à l'Ouest, en tout cas avant la rencontre, vu que les Nuggets qui ont été battus par le Thunder sont descendus d'un rang. Mais donc gros choc au sommet et victoire d'OKC contre Denver 127-103. Match dans le match entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic. Alors match dans le match, ils sont pas au même poste, hein, évidemment, c'est un peu, on enrobe tout ça, mais 40 points, 8 rebonds, 5 passes, 3 contres de Shai Gilgeous-Alexander qui fait d'une certaine manière, en tout cas au moins symboliquement, peut-être un petit pas vers le MVP. On le dit à chaque fois, mais en même temps, Jokic sortait d'une très grosse performance. Shai, qu'est-ce que tu penses de ce match? Qu'est-ce que tu penses de la course pour le MVP? Déjà, que ce soit juste ou non, parce qu'on peut dire que c'est aberrant de déterminer le vainqueur d'une course au MVP sur un match entre eux. On parle d'une récompense qui est sur une saison, mais qu'on pense que ce soit juste ou non, c'est sûr que les votants et qu'une partie des votants vont être influencés et ont été influencés par ce qu'ils ont vu là et parfois mettent en comparaison les performances des deux joueurs en question quand ils s'affrontent. Donc c'était important et les joueurs eux-mêmes, je pense, en tout cas sur le début de match, sur le premier carton notamment, les deux étaient chauds. Jokic après a eu peut-être plus de mal que Shai parce qu'il a été franchement bien défendu et plutôt correctement limité par le Thunder, mais il y avait cette atmosphère-là et Shai, ça fait plusieurs semaines qui sent quand même que ça lui tend un peu les bras, qui doit rester constant et faire des gros matchs pour que les votants aillent dans son sens. Et je pense qu'après ce match-là, ils vont aller un peu plus dans son sens aussi parce que il met 40 points, il fait 8 rebonds, 5 passes, il y a des contres, il prend pas mal de tirs, mais il va pas non plus que sur la ligne, comme ce qui lui est reproché, le fameux free throw merchant, ce qui lui est un peu reproché, mais bon, il en a pris 8, c'est pas non plus scandaleux. Moi, j'en ressors plus, au-delà du duel entre les deux, qui a été franchement cool, si on vraiment s'attarde là-dessus. Le match a été intéressant, et surtout, OKC ressort encore pour moi avec... je ressors avec une impression de force, de variété dans ce qu'ils sont capables de faire. J'ai beaucoup aimé même si ça se voit pas non plus énormément sur les stats, mais je trouve qu'Holmgren commence à revenir bien. En tout cas, sur ce match-là, je l'ai trouvé bon. Jalen Williams a plus ou moins répondu sur un match, encore une fois, hein, c'est très très réducteur, mais aux interrogations sur est-ce qu'il peut être une deuxième option face à un très très fort adversaire. Je l'ai trouvé bon aussi, hein, 26 points de Jalen Williams. Bref, je suis ressorti de ce truc-là en me disant, bah, si ça change la vie des gens sur le MVP, pourquoi pas, si c'est un argument, pourquoi pas. Ça l'a été quand il y avait eu le trophée d'Embiid face à Jokic. Les gens se sont dit, bah, Embiid a cartonné sur un match en particulier contre les Nuggets et ça avait fait la différence aussi. Donc pourquoi pas si ça doit aller dans ce sens-là. Moi je retiens surtout que Casey est très très fort et que Shea est très fort et méritera s'il le remporte le trophée d'MVP. Ouais, moi pareil, j'allais jouer la carte qui botte en touche. J'allais dire ce qui me marque surtout sur ce match, c'est Holmgren et Hartenstein. On sait que le Thunder avait des problèmes dans la raquette l'an dernier. On sait que cette saison, vu qu'on ne les a pas vus ensemble, ça pouvait être éventuellement une faille. Ils commencent à jouer ensemble, les deux grands. Et là, effectivement, ils ont bien gêné Nikola Jokic. Je pense que c'est vraiment le. Alors, Jokic, il fait 24 points, 13 rebonds, 9 passes. Tu regardes juste les stats brutes. Ça te donne l'impression qu'il a été dominant comme d'habitude. Il est à 10 sur 23 au tir, mais au final, c'est surtout de la maladresse de loin, 2 sur 10 à 3 points. Mais il a été bien gêné, je pense, quand même, dans la raquette, je trouve, par Holmgren et par Hartenstein. Le Thunder, qui au passage a lâché 14 contre, quand même, c'est énorme. Et il y en a 4 d'Holmgren. Alors, Hartenstein, il fait T'as 10 vu points, 11 que, rebonds. je rebondis sur ce que tu dis sur les contres, l'équipe qui en a le plus en moyenne par match, c'est les Spurs, et je crois qu'ils sont à 6 ou 7 contres de moyenne. Bon, présence de Victor aidait beaucoup, mais donc là, 14 contres sur un match, Ouais, c'est qui énorme. plus est contre une équipe aussi forte. Ouais, non, c'est énorme. Et je pense là, leur raquette, ils ont dominé au rebond notamment. Donc il y a plein de signaux positifs. Et c'est intéressant parce que je comprends la question sur Jalen Williams, dans le sens où bah voilà, c'est un jeune joueur, mais pourquoi on revient aussi souvent dessus? Pourquoi ça serait Jalen Williams pourquoi dans ce cas-là, on prouve, même dans ce cas, Chatham Green, il doit prouver juste que c'est une troisième option, et même chez Gildos, il doit prouver que c'est une première option. Pourquoi cette question qui revient souvent sur Jalen Williams? Je sais pas, mais c'est parce que dans le schéma traditionnel des équipes qui vont loin, on se dit il faut une deuxième option forte au cas où le numéro un est pas. Et Williams, finalement, on n'a pas encore. Au même titre que Shea, t'as raison, c'est une équipe jeune de toute façon, donc on n'a pas encore pu explorer vraiment ce dont elle était capable. Ils se sont pas liquéfiés la saison dernière non plus, ils sont tombés sur plus fort qu'eux et plus expérimentés qu'eux à ce moment-là. Mais ouais, non, mais il a tout à fait moyen
de faire ses preuves. Moi, je suis pas particulier. Je demande à voir parce que il a pas encore beaucoup de matchs de playoff derrière lui, mais c'est sur l'équipe en général que je demande à voir et pour laquelle je suis optimiste, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais, non, mais t'as raison, c'était une démonstration de force. Je pense encore une de plus pour le Thunder. Ça nous permet peut-être d'enchaîner. Allez, on peut peut-être d'abord parler de la performance du week-end de Nikola Jokic. Performance absolument Ouais. unique. C'est pour ça que je dis, Shea fait un pas de plus vers le MVP, mais en fait, d'un soir à l'autre, ça change. On pourrait dire la même chose de Jokic. Donc, il avait fait 31 points, 21 rebonds, 22 passes, si je dis pas de bêtises. Et C'est c'est le exactement ça. premier triple-double en 30, 20, 20 de l'histoire de la NBA. C'est totalement fou. Il a fait 2 triples-doubles dans le même match. C'est-à-dire qu'il a atteint son premier triple-double dans le troisième quart-temps, au début du troisième, je crois. Et derrière, il a refait l'équivalent d'un triple-double en production, en points, passes, rebonds. Ça a aucun Il me sens. semblait que c'était un par mi-temps, mais je me trompe peut-être. Mais Bah, en tout cas, il en a fait 2 dans le même voilà, match. c'est deux, ouais. Une fois qu'il a atteint le premier, il en a retapé un en se disant bon bah voilà, écoute, pourquoi pas. Mais non, mais il est exceptionnel. La question n'est pas de savoir qui est le meilleur joueur de la ligue. Le meilleur joueur de la ligue, c'est Nikola Jokic. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Après, qui est le plus valuable, qui est le plus impactant pour son équipe, enfin, peu importe les critères, j'allais m'embarquer dans une nouvelle justification de pourquoi est-ce qu'on pourrait voter pour Shea, ça n'a aucun sens. Qui est le meilleur joueur, le plus complet, tout ce qu'on veut de la ligue, c'est Jokic. Il n'y a personne qui peut faire un match comme il a fait là. Donc ça c'est... Et même avant cette performance-là, et avant l'espèce d'enchaînement qu'il a fait là, et surtout ce match-là, les gens étaient plutôt au niveau pourcentage, ça basculait quand même vachement pour Shea, je trouve. Et là, le fait qu'il ait ressorti un truc totalement lunaire, les gens se sont dit, bon attends, quand même, on va peut-être se poser la question. Est-ce que si Denver regrette encore quelques rangs, est-ce que si dans un duel entre eux, il fait gagner son équipe, bon, il a remis un peu le doute aux gens, mais j'ai l'impression qu'avant ça, il y avait un léger avantage pour Shea quand même. Mais Jokic est, Jokic est fabuleux. Et petite précision quand même, sur le match d'hier, il s'explose le coude dans le premier quart-temps et derrière, je trouve qu'il a eu plus de mal à tirer, à prendre des lancers. Il a eu du mal, alors que son début de match, il est phénoménal encore une fois. C'est les MVP race et le fait de vouloir constamment, à un instant T, savoir qui est premier, ça rend schizophrène. Je dis pas que ça m'agace, si, ça fait partie des choses qui m'agacent un petit peu parfois avec l'univers NBA. C'est toujours vouloir définir à un instant T, attendons juste la fin de la saison, ou définir sur des choses précises, genre un match, tu vois. Par exemple, ce match, je vois pas pourquoi ce match il devrait compter dans la course pour le MVP, tu vois, par exemple. En fait, je comprends pourquoi on l'intègre à la narration, mais c'est parce qu'on est constamment en recherche d'une réponse qu'on n'a pas vraiment, parce que dans le fond, on ne sait pas du tout lequel des deux est le plus valuable. Si on est très honnête avec nous-mêmes, on n'en sait rien en fait. Souvent, on ne sait pas vraiment. On essaie de deviner, c'est tout le jeu, tu vois. Je comprends qu'on le fasse, mais des fois, ouais, d'un match sur l'autre, Jokic quand même, faut lui donner l'MVP. Ah non, mais mais il devrait être quoi MVP, il mérite tous les deux. Oui, ce qui est sûr, c'est aujourd'hui, il mérite tous les deux, et après, il faut choisir un peu les arguments que tu veux choisir, et il y aura forcément une part de subjectif énorme en fait au moment où le MVP sera décerné. Et moi, je continue de penser qu'ils vont le donner à Shea parce que Shea l'a pas eu en fait. C'est aussi simple que ça. Je dis pas que moi je le donnerai à Shea ou que je le donnerai à Jokic, j'en sais rien, tu vois. Mais je pense que le truc qui va prendre le dessus à la fin, c'est un truc qui a rien à voir au final. C'est juste de se dire ah mais Shea il l'a encore jamais eu, on va le donner à Shea Gilgeous-Alexander. Je suis quasiment sûr que c'est ça qui va finir par faire la diff. C'est très possible, il faudra voir. Les votants ont tous des process de réflexion différents. Il y en a qui attendent le dernier moment, d'autres qui, dès aujourd'hui, ont déterminé que ce serait Shea ou ont déterminé que ce serait Jokic. Je pense que ça, il y a moins que ce soit un peu, que ce soit relativement serré quand même. Yes. Allez, on peut enchaîner avec l'autre équipe qui cartonne, c'est Cleveland. 14e victoire de suite. 14 victoires de suite en marquant 110 points au moins à chaque fois. C'est la deuxième équipe de l'histoire à réaliser ça. Les Cavs ont réussi à battre les Bucks, une équipe en forme en plus en ce moment, Milwaukee. Victoire 112-100 de Cleveland sur le parquet de Milwaukee. Avec le 5 majeur, tout le monde a marqué plus de 10 points. 17 points pour Max Strus, 15 pour Donovan Mitchell qui a été maladroit, mais la victoire des Cavs. Et ils ont 8 joueurs à plus de 9 points, à 9 points ou plus. Non, mais ils ont même pas, encore une fois, ils n'ont pas eu besoin de carton. Ils ont vraiment réparti les tâches. Les 5 joueurs du 5 sont entre 11 et 17 points, je crois, ou en tout cas, ils ont pas eu besoin d'une grosse performance. Je trouve que ça aussi, c'est très révélateur. Ils sont capables de se refiler la charge, les responsabilités offensives d'un match à l'autre. Moi, j'avais un peu peur que, au moment où cette équipe s'est formée, dû un peu de la trop grande dépendance à Mitchell ou du fait que ouais, il soit obligé d'attendre qu'il foute 45 points pour gagner des gros matchs ou enchaîner des matchs. Là, c'est un excellent collectif.
Euh, Battre Milwaukee comme ça, de cette manière-là, alors que tu es déjà sur 13 victoires de suite, que tu colles au moins 110 points à tout le monde à chaque fois, à nouveau c'est impressionnant. On se répète à chaque fois un radote avec les Cavs, mais je trouve ça très très fort. Et tu parlais de sur les 14 matchs, donc ils ont à chaque fois mis 110 points. Il n'y a qu'une seule autre équipe qui a fait ça sur une série de 14 victoires de suite, c'est les Celtics de 86. Donc c'est pas une équipe Ouais. lambda paumée au milieu c'est les Celtics de 86. C'était une autre époque, on peut pas tout comparer, mais voilà, ça montre quand même que c'est pas quelque chose qui se fait fréquemment et que c'est quelque chose qui a été réalisé seulement par une des meilleures équipes de l'histoire. Voilà. Ouais, qui est paradoxal, qui pour le coup est allé jusqu'au bout. De toute façon, là, les Cavs rentrent dans des catégories à chaque fois. Si tu compares leur saison, c'est quasiment que avec des équipes qui ont fini championne NBA. Donc ça va être intéressant de voir jusqu'où Cleveland va aller en playoff. Est-ce que Cleveland est capable de reproduire une telle domination en playoff? Mais leur jeu offensif est impressionnant, hein. Sur chaque action, il y a des tonnes de solutions. Tout le monde se comprend bien. Tout le monde a de l'intelligence collective. C'est vraiment une équipe qui a développé une identité très forte avec Kenny Atkinson et chapeau pour le boulot. Les Suns ont battu les Mavs dans un match quand même très particulier, victoire de Phoenix 125-116. C'est un match qui replace encore un petit peu Phoenix dans la course au play-in parce que finalement Dallas est l'équipe qui est classée juste devant eux, mais finalement j'ai presque pas envie de parler du match, j'ai envie de parler du fait que les Mavs ont terminé à 7 parce qu'ils ont encore des blessés. On a appris entre-temps dans le week-end qu'Olivier Maxence Prosper est out pour la saison. Et là, on a Kessler Edwards et Dwight Powell qui se sont percutés assez lourdement. Le choc fait mal, les images font mal. Et Brandon Williams qui s'est blessé en cours de jeu. Donc, il ne restait plus que 7 joueurs des Mavs valides à la fin de ce match. C'est vraiment l'hécatombe complète du côté de Dallas. C'est tragique, je voulais dire tragicomique, mais c'est comique pour le karma, enfin ce que les gens arrêtent pas de dire, ah le karma, machin, machin, mais enfin, pour les joueurs, pour les fans, c'est le calice jusqu'à la lie. C'est-à-dire que là, la séquence, tu peux pas faire plus Mavs 2025 que ce qui s'est passé là. Ils disputent un ballon, Dwight Powell et Kessler Edwards, et ils se percutent. Alors Edwards revient après avec un bandeau et il essaie de reprendre. Powell out à nouveau. Brandon Williams, c'est-à-dire qui se blesse. Enfin, ils ont un seul joueur dans l'effectif de plus d'1m98. C'est Najee Marshall, qui d'ailleurs se fait plaisir pendant ce temps-là, hein. Ça fait 2 matchs de suite qu'il 34 bat points, son 9 record. rebonds, 10 passes. Voilà, Pardon. ça fait 2 matchs de suite qu'il bat son record perso, mais c'est terrible. Et je sais pas si t'as vu sur la séquence, du coup, comme elle est filmée, derrière les caméras sont directement tournées vers Nico Harrison. Et tu le vois, là pour le coup, il est pas du tout impassible. Il secoue la tête et il part dans le tunnel parce que je pense qu'il doit se dire, vas-y, c'est bon. C'est peut-être le moment où peut-être qu'il avait pas encore renoncé à être compétitif, je sais pas, mais c'est vraiment, c'est tragique. C'est-à-dire, il y a pas d'autre mot. Et la stratégie qui était espérée après le trade est totalement invalidée. Et je sais pas ce que ça va donner après. Donc moi j'ai de la peine pour les fans des Mavs et pour les Mavs eux-mêmes. Là, ils vont finir avec quelle équipe, quoi. C'est terrible en fait. Ouais, c'est triste, c'est effectivement triste. Et pour le coup, là, tu sens qu'il y a quand même, à un moment, il y a quand même une part de malchance. J'essaye de pas mettre trop le hasard dans tous ces trucs-là, mais il y a quand même une part de malchance chez les Mavs qui est indéniable. Ça, c'est là que je vois que je suis quand même méchant. C'est que ça, en fait, ce qui me saoule dans l'affaire, c'est que ça lui donne presque une excuse aujourd'hui avec Nico Harrison. Alors pour moi, il ne devrait pas y en avoir. Tu vois. Il ne devrait pas y avoir d'excuses pour les Mavs. Mais là, on arrive au stade où c'est tellement gros qu'au final, on se souviendra même pas qu'ils ont chié. On se dira, enfin, il y aura, enfin, si, on se souviendra évidemment qu'ils ont chié, mais il y aura aussi ce côté, ah ouais, non, mais là, le nombre de blessures, on n'a vraiment pas pu voir. Alors qu'en fait, avant même qu'il y ait l'hécatombe de ces blessures, on voyait déjà que tout tournait à la catastrophe au niveau de la décision. Et là, effectivement, il y aura quand même cette excuse des blessures. Voilà, il y aura l'an prochain où ils seront jugés pour ce qu'ils sont. Et encore, il n'y aura pas Kyrie Irving au début. Mais effectivement, c'est triste. Au-delà de cette part de haine qu'il y a en moi, c'est vrai que c'est triste pour les Mavs de voir cette hécatombe. Je te propose qu'on enchaîne avec la victoire des Grizzlies sur les Pelicans, 107-104, 32 points de Ja Morant, 30 points de Desmond Bane. C'était le duo gagnant pour Memphis. Victoire importante pour Memphis. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur ce match. Il y a eu un alley-oop assez incroyable de Trey Murphy, entre Alvarado et Trey Murphy. Ouais. Passe du milieu de terrain, réception en l'air 180 et il dunk. Trey Murphy, c'est action de malade. 27 points d'ailleurs, Trey Murphy. Ouais, juste dire que Ouais. les Grizzlies, finalement, ils reviennent à une petite longueur du tandem Lakers-Nuggets, vu que les deux ont perdu Ouais. leur dernier match.
Oui, puisque les Lakers avaient perdu contre les Celtics, c'était un peu le choc du week-end. On peut en parler. On peut en parler de cette victoire de Boston avec un très gros Jason Tatum, mais quoi, 40 points? 40 40 points, je points. crois, Jason Tatum. 40 points, absolument gros match. Ouais, très grosse perte de Jason Tatum. Les Lakers qui ont perdu plus qu'un match, parce que non seulement ils se sont inclinés, fin de leur série de 8 victoires de suite, malgré 32 points de Luka. Mais surtout, LeBron James s'est blessé. LeBron James s'est blessé, il va manquer 1 à 2 semaines en raison d'une blessure à l'aine. Ouais, c'est ça. Et donc, sur le coup, il n'a pas terminé le match. Et c'est revenu à -7 au moment où il se blesse. C'est revenu. Et dans la foulée, après les examens, ils ont dit qu'il manquerait 15 jours. Ce qui n'est pas très grave. J'ai vu des gens enquêter et dire qu'à ce stade de la saison, les dernières années, il arrivait toujours à manquer des matchs pour arriver plus frais, je sais pas quoi. Bon, peu importe, ça va être intéressant de voir les Lakers sans LeBron, tellement il était important ces derniers temps. Et rapidement sur ce match-là, Boston, Boston encore impressionnant, qui a mis fin à la très bonne série des Lakers qui était sur 8 victoires consécutives. C'est vraiment dans le troisième quart-temps que Boston a fait la différence. Et Tatum, tu l'as dit, 40 points, 12 rebonds, 8 passes. Jaylen Brown très bon. Pour le coup, on parlait de Jalen Williams tout à l'heure. Bon, voilà, la deuxième option supposée, ou un numéro 1,5, Brown 31 points, excellent. Et les deux ont marqué les 12 derniers points de Boston quand les Lakers ont commencé à revenir dans le match. Eux, pour le coup, on sait que c'est confirmé à ce stade. Ils ont déjà montré, ils ont déjà prouvé. Du coup, Philly a battu Utah 126 à 122, malgré 25 points de Kyle Filipowski. Mais en face, il y a... Pardon. Les aléas du direct. Enfin, on n'est pas en direct, mais bon, c'est pas grave. Avec 25 points de Quentin Grimes, 25 points de Lonnie Walker, 4, et victoire du coup des Sixers contre le Jazz. Ouais, Quentin Grimes aussi, et du coup, il se fait plaisir. Fait contre mauvaise fortune bon cœur et quitte une équipe. Enfin, une équipe qu'il appréciait. J'imagine qu'il se voyait plutôt bien avec Dallas. Et, il met 25 points, il marque les 8 derniers points du match. Gershon Yabusele a joué que 12 minutes, il était en limitation de temps de jeu, il n'a pas marqué de panier. Nick Nurse a dit qu'il allait économiser certains de ses joueurs prochainement, dont Gershon. Bon, voilà, du coup c'est dommage, on peut pas le voir vraiment briller. Il est passé en coup de vent, dans ce match. Les Timberwolves ont battu les Spurs avec le retour justement de Rudy Gobert, en restant sur les Français. Victoire 141 à 124 de Minnesota. Minnesota qui a gagné les 10 derniers matchs joués par Julius Randle, ton gars Julius, qui est en train d'avoir un gros impact du côté de Minnesota. Il a dit qu'il revenait bien. Il a dit qu'il revenait bien récemment sur les matchs. C'est un joueur très clivant, hein, on n'avait pas de problème. Mais moi, je trouve depuis son retour, je m'attendais à ce qu'il y ait des matchs très compliqués. Et depuis son retour, il est très bon. Exactement, 14 points, 10 passes pour lui d'ailleurs la nuit dernière, 16 points, 8 rebonds pour Rudy Gobert en seulement 20 minutes, 16 points pour Jaden McDaniel, 25 points pour Anthony Edwards, bref, tout le monde enfin 20 points pour Naz Reid, c'était vraiment festival offensif du côté des Timberwolves. Les Spurs, honnêtement, sur cette saison, ils ont un peu abandonné. Il y a 22 points de De'Aaron Fox, 20 points de Stephen Castle qui est toujours juste là pour aller chercher son Roy là à ce stade, 20 points, 7 rebonds, 4 passes. Mais ouais, cette équipe de San Antonio, alors nous, c'est peut-être vraiment un œil francophone, mais j'ai l'impression que c'est finalement partagé par toute la NBA, c'est que depuis qu'il n'y a plus Victor, cette équipe, c'est comme si elle comptait pas en fait. Il reste des joueurs intéressants, hein, mais tout le monde s'en contrefiche. Ah, c'est l'attraction et c'est le joueur qui est censé... voilà, c'est le joueur qui doit faire d'eux une équipe totalement incontournable dans quelques années. Et le reste autour, bah, c'est plus... J'allais dire banal, c'est péjoratif. Il y a quand même un All-Star avec Fox maintenant. Mais c'est vrai que les joueurs autour, tu mets pas Victor et tu mets un autre très bon joueur de la ligue All-Star, ça fait pas décoller au plafond non plus. C'est parce que Victor est un extraterrestre et que ça donne envie de voir tous les matchs des Spurs, c'est pour ça. Les Spurs sont partis pour piocher entre 6 et 8e place, quelque chose comme ça. Ce qui est... Ou 7, je crois. Pour l'instant, ouais, on va être dans... On va être, voilà, après le top 5, mais au milieu du top 10, a priori, un pic pour les Spurs. Voilà, si tu draftes bien, après, généralement, sur cette position, tu ne trouves pas forcément un joueur qui révolutionne la ligue. Si tu regardes tous les 7e pics de l'histoire, tu n'as pas tant de ça de mecs qui ont révolutionné la ligue, mais il y a quand même un certain Stephen Curry. Non, 7 ou 9 Curry 7, je crois. 7 Curry. Ouais, 7 Curry. Tu vois, donc il y a quand même quelques mecs. Donc, on ne sait jamais. Il y a Shedon Sharp récemment dans les bons joueurs. On n'est pas du tout au même niveau que Stephen Curry, mais je pense au 7e
7e choix de draft dont je me souviens. Voilà, il peut y avoir des joueurs intéressants à aller chercher quand même. Détroit a battu Portland. En parlant de Sheldon Sharp, c'était pas volontaire, mais les Pistons donc ont gagné 119-112 avec 28 points de Kate Cunningham, 20 points de Tobias Harris. En face, on a 34 points d'Anthony Simons, 25 points de Jeremy Grant, mais donc victoire des Pistons qui continuent à solidifier Toujours dans la lutte, leur ouais. 6e place. Et pas très loin et en restant à la lutte, ouais. tu as raison pour. Pardon, vas-y. Non, je disais pas très loin de la 5e place. Et même de la 4e. Et même de la 4e, ce qui serait totalement fou. On a dit les Pistons ont peut-être l'avantage du terrain en playoff à la fin de la saison. On va insulter cette personne. Absolument. Effectivement, ils sont pas loin, ils sont à un match de la 4e place. Et enfin, les Clippers ont battu les Kings après prolongation au buzzer, victoire 111-110 sur un game winner de Kawhi Leonard. Non, nous ne sommes pas en 2019, mais bel et bien en 2025. Et Kawhi qui a mis 17 points à aller chercher la gagne. Il a gardé longtemps la balle sur la possession. Oh là là, ça va sembler long, mais au final, il allait mettre le panier de la gagne. Et gros match de James Harden qui fait 29 points, 9 rebonds, 11 passes, et c'est lui qui avait arraché l'égalisation. Mais oui, il restait quoi quand il prend la balle, il restait 20 secondes, non? Il a vraiment croqué le truc jusqu'au bout. Et il est super dur, le hook qui rentre, tu te dis, oh là, c'est pas bien parti. Et finalement, il arrive quand même à le mettre. Donc c'était un bon moment parce que je crois que c'est le premier game winner au buzzer dans leur nouvelle salle. Kawhi, mine de rien, il n'a pas tant de moments super marquants que ça depuis qu'il est avec les Clippers. C'était plutôt, c'était beau de les voir comme ça, être aussi... avoir droit enfin à un bon moment avec Kawhi pour les Clippers. Il a eu un bug manette au début de la possession, il reste super longtemps sur place. Mais après, il est malin parce que du coup, vu qu'il a mis son shoot, tu vois, voilà, il y avait plus de il a mangé tout le chrono. Du côté des Kings, il y a eu 30 points de Lavine, 31 points de DeRozan. Les deux étaient on fire et notamment, c'est les seuls à avoir marqué en prolongation. Mais les victoires des Kings. Les Kings ont quand même tiré une balle dans le pied. Ils avaient 7 points d'avance à 1:30 de la fin. Et ils se sont loupés et ça a fait prolongue. Et derrière ce qu'on vient de raconter, Nico Batum, dont on oublie parfois de parler des prestations tellement on le tient pour acquis et qu'on a l'habitude qu'il soit là, il était titulaire encore, il a joué 28 minutes, 9 points, il a mis ses 3 tentatives à 3 points, 4 rebonds, voilà. Ouais, Nico Batum, c'est fort parce qu'il est passé de... Il y a eu un moment dans la saison, je vais exagérer, il était pas là en tant que mentor, mais presque, il jouait vraiment plus beaucoup. Et il est repassé titulaire et il est précieux pour Los Angeles. Et c'est fort quand même sur cette fin de saison, à son âge, voilà, on te redonne plus de minutes, on te redonne un rôle, et ouais, tu pas de souci, tu te fonds dans ton rôle. Donc quand même, chapeau à Nicolas Batum. Et effectivement, il est contre très New York, précieux. au match d'avant contre New York, il met 17 points. Hein. 7 points, ouais. 17 points et ils battent les Knicks de 10 points. Yes. Il n'y avait pas Jalen Bronson du côté des Knicks, mais quand même, c'est toujours ça de prix. Shai, on a fait le tour. On n'a rien oublié. Il n'y a pas quelque chose dont je ne crois pas. Non, à part, moi non plus. Je pense que même sur ce week-end, vraiment, c'était la perf de Jokic et le match de Boston. Je n'ai pas l'impression on n'en avait pas parlé parce que c'était vendredi, mais petit énervement, petite frustration en entendant Draymond Green refuser de s'excuser. Enfin, refuser. Il n'a pas refusé de s'excuser, mais en gros, il avait relayé une rumeur dans son podcast selon laquelle Kat avait volontairement évité le match contre les Warriors parce qu'il avait peur d'affronter Jimmy Butler. Non, Kat était un l'enterrement de la tante de sa femme dont il était assez proche apparemment. Et plutôt que derrière, lorsqu'il a été interrogé sur le sujet, de dire désolé, j'aurais pas dû relayer ça, j'en savais rien, désolé, mes condoléances, ce qui était très suffisant et qui pouvait se comprendre. Et il est parti dans un truc, oui, effectivement, c'est des trucs durs, ça arrive à tout le monde, on passe tous par ces moments-là. Pas de désolé, je me suis planté, j'ai relayé une fake news. Hein. Et surtout, il a placé 3 fois son podcast, mais le podcast de Draymond Green avec Baron Davis va continuer. Allez écouter le podcast. Non. Mais il n'y a pas que ça, il a aussi dit, mais j'ai dit ce que j'ai entendu, quoi. Ce qui est dur de relancer cette rumeur, alors qu'on vient de te dire non, mais il n'était pas là parce qu'il était à un enterrement, et tu relances le coup de non, mais moi j'ai véhiculé ce que j'ai entendu. Apparemment, ça viendrait de Chris Broussard, quand même, la rumeur. On dirait très loin d'être l'insider le plus on dirait un peu Elon Musk qui a dit oui, c'est vrai que parfois il y aura des fake news, mais c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Genre quand il relaye des trucs invraisemblables. C'est terrible, voilà. Moi, c'est surtout le fait qu'il fasse la promotion 3 fois de son podcast dans une réponse, qu'ils disent bien, mais allez écouter le podcast de Draymond Green avec Baron Davis, tu vois.
Alors que bon, c'était pas le moment, c'était pas très approprié. C'est comme Pat Beverly l'année dernière qui disait, la journaliste qui lui pose une question, mais t'as pas souscrit à mon podcast, toi? Non, bah je réponds pas à ta question. Ouais. Non, mais c'est comportement humain, là vraiment Green, surtout qu'en plus 4 pour le coup, quand Butler était encore à Miami, il est allé jouer contre Jimmy Butler, il a pas esquivé le match, mais pire que ça, il a mis 44 points contre le hit de Butler, 4. Donc à un moment, bon, j'aime, ça peut être, c'est marrant des fois. 4 a un côté soft, c'est indéniable. Je sais, c'est désolé, alors, il a été, sa vie est dure hein, quand je dis un côté soft. Bon, c'est délicat, mais il peut avoir un côté soft, mais je vois pas Kat esquiver un match-up. Faut pas non plus exagérer, faut pas abuser. Et là, pour le coup, c'est quand même, tu vois, il s'est passé c'est un drame du côté de la famille de sa copine. Donc, à un moment, pas besoin d'en rajouter. Et Draymond Green a eu un comportement de merde. On peut le dire. On va finir comme Voilà. ça. Voilà. Parti dans un long monologue, je sais pas où j'allais là. Mais la conclusion, c'est ça, et c'est ça qui est important, c'est que Draymond Green a eu un comportement de merde. On va s'arrêter là-dessus. On se retrouvera évidemment demain et cet après-midi pour un podcast. Et sur ce, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée.